Bonjour et bienvenue dans FinTech Club. Je suis Guillaume Broutard, DG France Benelux de Verifone, leader mondial du paiement. Tous les mois, je reçois les entrepreneurs et dirigeants du monde FinTech en direct de Station F, le plus grand incubateur de start-up du monde. Aujourd'hui, nous recevons Bertrand Pinault et Charlotte Bagot, tous les deux en charge de Mercatel, un think tank autour du commerce et du paiement dont l'ambition est de réfléchir et d'accompagner les acteurs de l'écosystème. Nous allons parler des grandes tendances du paiement, de ses enjeux, des attentes des commerçants et acteurs du paiement et de bien d'autres choses encore. FinTech Club, c'est parti. Bonjour Charlotte, bonjour Bertrand, bienvenue dans FinTech Club. Bonjour Guillaume. Bienvenue, je suis très content de vous avoir avec moi aujourd'hui. Donc je vais commencer, si vous le voulez bien, par vous demander de vous présenter. Alors, honneur aux dames, Bertrand, tu m'en veux pas, on commence par Charlotte. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr Guillaume. Donc moi je suis Charlotte Bagot, je viens d'avoir 38 ans le 13 mars dernier et je suis dans le monde du retail depuis près de 17 ans maintenant. Donc ça passe super vite. Pas mal. Belle expérience. Oui, une belle expérience qui m'a permis de voir beaucoup de choses et de rencontrer des gens passionnants et ça ne fait que commencer. Bon, bah écoute, super, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Bertrand, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Bonjour Guillaume, bonjour à tous, je suis Bertrand Pinault, j'ai juste passé 60 ans et moi je suis issu plutôt de l'univers e-commerce dans lequel j'ai fait une bonne partie de ma carrière, on y reviendra certainement, dans le cadre des fédérations professionnelles également, et j'ai rejoint Mercatel il y a 2 ans maintenant, au poste de délégué général avec Charlotte, on anime cette communauté. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'animer cette communauté qui en a bien besoin. Et on le disait tout à l'heure, le monde du retail, le monde de l'e-commerce ou du paiement par extension, ça reste un petit monde, une famille, donc on se connaît tous un petit peu. Mais c'est toujours important de se voir, de se revoir et d'échanger. Et ce que vous faites est effectivement très important. Alors justement, est-ce que Bertrand, tu peux nous rappeler un petit peu ce qu'est Mercatel et quelle est la mission de Mercatel ? Alors Mercatel, je laisserai Charlotte parler de l'historique de Mercatel, mais moi je vais parler de Mercatel aujourd'hui, que je connais mieux. Mercatel, c'est un think tank qui réunit des acteurs du retail, initialement, et au-delà du retail d'ailleurs, de la communauté du paiement, qui a été fondée pour traiter effectivement toutes les problématiques autour de l'encaissement, du paiement, du front office comme on l'appelle, pour notamment traiter tout ce qui est modernisation à l'origine, digitalisation aujourd'hui, parcours client. Alors c'est très technologique, c'est très réglementé aussi, donc il y a tout cet aspect qui est géré par Mercatel. Donc information de la communauté, travail de la communauté autour de tous ces sujets, et le paiement évolue, on va en reparler plus tard j'imagine. Oui, donc il y a tout un aspect de veille en permanence, et bon, Dieu sait que le monde du retail, de l'e-commerce et du paiement est dynamique en termes d'innovation et d'actualité, donc il y a de la veille et ensuite de l'analyse et ensuite de la communication auprès de l'écosystème pour les accompagner au quotidien dans ces différents challenges. Oui, 3 parties, effectivement, la veille, l'animation de la communauté et puis également la représentation du secteur dans les différentes instances de place. D'accord. Et Charlotte, tu peut-être vas préciser un petit peu cette historique de Mercatel. Ouais, l'historique, donc très, tout bien. a commencé en 1986, si j'ai bien en fait, noté. c'est à mon âge. Donc pour ceux qui parfait. auront bien fait l'analogie. Magnifique. Donc je suis née en 1986 comme Mercatel. Je voulais juste revenir sur ce que Bertrand disait. Très impliqué. Oui, très impliqué. En fait, notre mission à nous, c'est aussi de décrypter les évolutions réglementaires et technologiques sous un prisme réglementaire, innovation, sécurité, pour aider les entreprises dans leur compréhension des textes et leur expliquer un petit peu de quelle manière, à quelle sauce elles vont être mangées. Donc, décrypter cette réglementation qui est très fournie et donc expliquer quels vont être les impacts opérationnels pour les entreprises et potentiellement aussi les gains et les bénéfices. Parce que toute réglementation n'a pas vocation qu'à être contraignante, elle peut aussi être un avantage. Tout à fait. Donc c'est un peu ça surtout notre mission. Surtout en Europe, c'est un peu notre force.
C'est vrai qu'en Europe, on est assez fort pour produire des textes, peut-être un peu trop souvent, et on n'a pas non plus la capacité à tout absorber. Mais en tout cas, on est là et on n'est pas tout seul pour le faire, puisqu'on a une grande communauté. Mercatel, c'est 130 adhérents qui se répartit en 50-50, donc 50% de l'offre et 50% de la demande. La demande est représentée par le commerce et l'offre par les prestataires techniques et financiers, donc une belle communauté qu'on retrouve parmi nos adhérents côté offre, donc tous les établissements bancaires, les réseaux de paiement, cartes, des fintechs, des constructeurs, des éditeurs de logiciels, des monéticiens, enfin bref. Des schemes. Absolument, toute la communauté qui travaille de près ou de loin avec le secteur du commerce. Et parmi nos adhérents, on a des petits, des moyens, des grands. On a essentiellement des grands, bien sûr, mais on a une très bonne représentativité du secteur. Et vous arrivez à organiser parce que tu parlais du terme think tank au début, Bertrand, donc vous arrivez à organiser des rencontres, des sessions de réflexion commune entre l'offre et la demande, comme tu le disais, et des notions d'anticipation ou de construction d'un chemin commun, en fait. C'est un peu aussi la logique. Oui. Charlotte a parlé de décryptage réglementaire, il y a aussi tout le décryptage technologique et innovation, et donc l'innovation, elle vient souvent de l'offre, et donc on a, cette communauté nous permet effectivement de faire discuter les deux, de faire échanger les deux, de partager des expériences et des besoins pour que les commerçants trouvent des solutions à la fois aux évolutions du paiement, aux évolutions du commerce, aux évolutions des comportements d'achat. Par exemple, vous avez des groupes de travail, je crois que vous appelez ça des groupes de travail en ce moment sur le virement instantané, qui est en train de se lancer. Donc comment ça se met en place, un groupe de travail? Donc vous invitez vos membres, côté offre, côté demande, et comment ça se met en place? Alors déjà, il y a forcément l'émergence d'un sujet. Pourquoi on traite celui-là et pas un autre? Parce qu'on considère, nous on a surtout un prisme commerçant. Okay. Donc c'est surtout quel avantage pour les commerçants que tel ou tel sujet. Donc nous, c'est vrai qu'on est très mobilisés et on va l'être de plus en plus sur le virement instantané. Pourquoi? Parce que l'actualité réglementaire, elle va permettre l'émergence de ce nouveau mode de paiement. En e-commerce, en magasin et en P2P, ça existe déjà, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Donc, quels vont être les impacts pour les entreprises? Donc ça, on a à peu près bien défini le sujet, mais c'est de travailler concrètement à des ergonomies, notamment pour l'environnement magasin, parce que c'est assez compliqué de savoir ce que ça va être réellement, donc de travailler à l'ergonomie et de déterminer les best practices, en fait. Ouais, c'est ça, trouver le use case qui va bien fonctionner, à la fois pour, donc j'ai bien compris, vous positionnez dans un premier temps à la place du retailer, du commerçant, et donc vous voulez que de l'autre côté, la demande s'adapte à ses besoins, à ses attentes, aux attentes même du consommateur, et donc à partir de là, vous allez essayer de comprendre comment la réglementation, et on en reparlera effectivement, pour une fois, accompagne le lancement d'un moyen de paiement comme le virement instantané, et ensuite comment concrètement ça va se traduire en magasin pour le commerçant, pour le consommateur, et comment ça peut se mettre en place de façon plus harmonieuse, quoi. Absolument, et on ne le fera pas qu'avec les commerçants, on le fera aussi avec leurs prestataires, avec des éditeurs de logiciels, avec les banques aussi, parce qu'elles sont partie prenante intégrale du sujet, donc il va falloir aussi les mobiliser. Elles le sont déjà, mais le fait qu'il y ait beaucoup de commerçants autour de la table doit permettre de les stimuler encore un peu plus, et de nous aider dans la définition de ces best practices, comme je disais tout à l'heure. Il faut que ce soit cohérent pour tous les acteurs de l'écosystème. Et je reviens un petit peu en arrière sur l'histoire de Mercatel, qui est née des fédérations du commerce. Mercatel est issu du Conseil du commerce de France, qui ne s'appelait pas à l'époque comme ça, et a pris son autonomie. À l'époque, Mercatel a été conçu comme une force de proposition pour la modernisation des systèmes de caisse, même pas la modernisation, la mise en place des systèmes de caisse et de la carte notamment. Et donc ça s'est fait dans ce cadre-là. Aujourd'hui, on continue à travailler avec l'ensemble des fédérations de commerce. On est une association de commerçants
Mais on a cette spécificité verticale et on travaille et on essaye d'accompagner toutes les fédérations du commerce dans ces évolutions pour les intégrer, pour leur faire mesurer les enjeux, les évolutions de tout ce parcours et de la place du paiement dans le retail, on y reviendra certainement, qui a un petit peu changé. Elle est passée d'un centre de coût au bout d'un parcours, et aujourd'hui elle est partout dans le parcours. C'est un asset qui a de la valeur ajoutée au service de la relation client, et c'est important de bien mesurer ces évolutions et de bien mesurer les conséquences pour les retailers dans leur transformation. C'est très vrai ce que tu dis, c'est devenu un service, c'est devenu une opportunité. Un service à valeur ajoutée pour les entreprises qui est attendu des consommateurs. Hein. Tout à fait. Et les consommateurs aussi voient le paiement maintenant non plus comme un frein, comme une angoisse, le commerçant non plus. Enfin, tant que ça fonctionne, bien sûr, parfois il peut y avoir des petits problèmes, mais ils le voient beaucoup plus comme qu'est-ce que je peux faire autour du paiement pour créer plus de services pour le consommateur, pour augmenter mon chiffre d'affaires, voilà. Et donc il y a des réflexions extrêmement passionnantes qui se développent de plus en plus autour de ça. Ouais. Oui, le virement instantané, ce sera un petit peu le sujet. En fait, c'est un peu ça. Ouais. C'est traiter les aspects paiement, mais pas que. C'est quand je parlais tout à l'heure d'ergonomie, c'est aussi traiter le corollaire, donc tout ce qui a trait à la fidélité et aux aspects de service, puisque le paiement simple ne convertira pas pour autant tout le monde. Donc il faut aussi trouver suffisamment d'attractivité pour que tout le monde se dise le virement instantané c'est top, il faut qu'on y aille, quoi. Parce que les commerçants ont très bien perçu l'intérêt. L'intérêt, il est lié essentiellement au coût. Ouais. On y reviendra peut-être plus tard, mais pour les consommateurs, en revanche, cet aspect-là, il n'est pas connu et c'est pas leur sujet. Donc c'est comment intégrer du service au paiement pour rendre les choses plus fun, tout simplement. Ouais, non, c'est vrai, c'est très vrai. Et donc aujourd'hui, comment vous répartissez vos rôles en fait au sein de Mercatel? Comment vous fonctionnez? On n'est que deux, donc c'est assez simple. On travaille en collaboration étroite. Alors Charlotte, compte tenu de son ancienneté, de sa connaissance parfaite du secteur, très opérationnelle sur les sujets retail. Moi, je suis plus présent peut-être sur la représentation et de Mercatel au sein des instances, au sein des différents cercles dans lesquels on intervient. Mais voilà, c'est pas très compliqué. Enfin, je ne sais pas si tu veux ajouter... Non, mais la répartition des tâches, elle est très équitable. Enfin, en tout cas, nous, on travaille très bien. On a toujours travaillé en binôme. Mercatel a toujours travaillé en binôme. Et on se débrouille plutôt pas mal. Il y a un très bon équilibre. Donc, effectivement, on essaie d'être un peu partout. Forcément en dégageant aussi du temps pour traiter de nos aspects du quotidien, puisque Mercatel, pour vivre, a besoin aussi de faire rentrer des cotisations, puisqu'on est comme n'importe quelle entreprise, on a des charges et on a des coûts, donc forcément il faut que, à côté de ce travail de représentation et d'organisation de groupe de travail, qu'on puisse aussi avoir notre petit... donc il y a aussi l'animation de la communauté, mais donc la croissance de la communauté qui est importante. Il y a un côté administratif important. On essaye de prêcher la bonne parole dans l'ensemble des fédérations de commerce, comme je l'ai dit. Et les adhérents peuvent être d'ailleurs membres de plusieurs associations. Il y a d'autres associations, je vais les citer, je vais en citer quelques-unes, je ne vais pas toutes les citer, mais une grande fédération du commerce, la FCD, la FCA, la FEVAD, la FTE, qui n'est pas vraiment forcément que commerce, mais qui est trésorerie, et c'est un sujet important également pour nous. Donc on travaille avec toutes ces fédérations qui ont, elles, des activités très, très différentes, qui sont plus sur le réglementaire, sur le social, sur l'environnement, sur des sujets nombreux. La charge est lourde, mais nous, effectivement, on essaye de les accompagner sur cette partie paiement, et c'est pas forcément les mêmes interlocuteurs qui sont chez nous pour un commerçant et qui sont à la FEVAD ou à la FCD ou à la FCA. Je comprends. Mais alors comment vous faites parce que les sujets, on le disait, sont nombreux, sur le retail, sur l'e-commerce, sur les paiements, sur la réglementation. Comment vous faites pour prioriser, pour sélectionner les sujets d'actualité qui vous semblent les plus pertinents et qui, d'après vous, seront les plus pertinents pour votre communauté? Ah, ça, c'est une super question. Et comme j'ai pris la parole, je vais devoir aller jusqu'au bout. On va dire que la priorisation, elle est liée forcément à l'actualité. Donc, quand un texte paraît, on le regarde, on le lit, on le décrypte.
Et en fonction de l'attractivité potentielle pour les entreprises du commerce, on essaye de déterminer une forme d'échéancier, dire ce truc-là, est-ce que c'est plutôt du court, moyen ou long terme? Et c'est pour ça qu'on se positionne plus ou moins sur des thématiques, le virement instantané, pour reprendre cet exemple, il a une actualité récente puisque les textes ont été validés récemment. Donc là, pour le coup, on rentre dans le vif du sujet. Quand d'autres thématiques sont plutôt encore en cours d'instruction, si on parle par exemple d'euro numérique, le sujet il est beaucoup plus lointain. Oui, on va dire lointain, et il y a aussi une question d'intérêt. C'est-à-dire on va traiter un sujet en priorité parce que pour nous, il revêt un caractère particulier, parce qu'il est intéressant pour nos entreprises, quand pour d'autres... on verra ça pour plus tard. Surtout que c'est pas encore complètement défini, donc travailler sur quelque chose qui est encore mouvant, qui peut changer 15 fois ou peut-être même ne jamais voir le jour, c'est peut-être aussi un peu une perte de temps. Ou à l'inverse... C'est important de faire valoir nos points de vue aussi sur ce qu'on perçoit, même si tout n'est pas fini. Et ça sera peut-être traité différemment. Ça sera peut-être plus traité comme un sujet de réflexion, plus que comme un sujet pragmatique, qui va pouvoir avoir une implémentation rapide et un impact rapide dans le monde du commerce. On a un super exemple pour illustrer ça, c'est la DSP2 et la migration à l'authentification forte, puisque cette migration, elle est intervenue pendant une période particulière qui était la période du Covid. Oui. Donc une période pendant laquelle certains magasins étaient fermés, donc l'activité s'est reportée essentiellement sur le digital, et à côté de ça, il a fallu aussi gérer cette migration. Donc il a fallu trouver le point d'équilibre, et ça a été pour nous, à l'époque Bertrand était encore à la FEVAD, mais Mercatel, la FEVAD avec forcément leurs adhérents ont beaucoup travaillé main dans la main avec les autorités nationales / Banque de France pour faire en sorte que cette migration se passe au mieux, pour éviter les impacts trop rudes pour les entreprises. Donc, et ce sujet-là, on l'a identifié parce qu'il faisait clairement partie de l'actualité. Donc... À la fois comme un risque, une échéance, une opportunité, et donc un besoin d'accompagnement fort était présent. Ouais. Ça a été très important. Cette période, à la fois migration des SP2, et puis mise en place d'un certain nombre d'instances nationales. On en parlait un petit peu avant ce podcast. L'existence de différentes instances de place, à la Banque de France notamment, l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, le CNMP, le Comité national des moyens de paiement, ont été des instances qui ont vraiment pris de la valeur à ce moment-là, où il fallait se concerter, échanger beaucoup, faire parler les banques avec les marchands et les régulateurs pour arriver à une transformation quand même conséquente dans un secteur du e-commerce qui était devenu, compte tenu de la Covid, très important pour l'économie et pour l'achat de nos concitoyens. Puis il fallait réagir vite. Ouais. Je reviens un petit peu en arrière sur les sujets, comment on hiérarchise. On consulte aussi nos adhérents. On a fait il y a 1 an et demi à peu près une consultation avec, cette fois, pas la demande, pas les commerçants, mais l'offre qui est présente chez Mercatel. On leur a demandé c'était quoi vos sujets de prédilection, puis on a identifié comme ça... C'est une bonne façon de faire aussi. 5 ou 6 sujets. Il y avait effectivement tout ce qui est autour du virement instantané. Il y avait la data, il y avait le poste, le soft post également, et l'évolution du terminal de paiement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait aussi tout ce qui était autour du BNPL, et il y avait autour de l'intelligence artificielle, notamment des sujets un petit peu prospectifs, tout à fait. Qui nous permet d'ajuster un petit peu les priorités et d'organiser les groupes de travail ad hoc. Il y avait le QR code aussi, l'acceptation QR code, et donc le virement, toutes les applis et les wallets qui vont avec, qui se développent et qui permettent de nouveaux modes d'acceptation. Les sujets ne manquent pas. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez vocation, une fois que vous avez priorisé vos sujets, à devenir des experts ? Est-ce que ou est-ce que, à l'inverse, vous identifiez les sujets importants et vous allez chercher des experts ? Comment vous fonctionnez pour ensuite digérer cette information, cette analyse, pour la retranscrire et accompagner votre communauté au mieux ? Alors, je laisserai la parole à Charlotte, je continue, je suis sur ma lancée. Par la force des choses, ça fait Charlotte comme moi plusieurs années maintenant, voire plus, qu'on est dans ce secteur et dans ce créneau paiement. Donc on a acquis une certaine connaissance des acteurs, des innovations,
des problématiques que ça pose. Donc en ce sens, on est un petit peu expert effectivement par rapport à d'autres membres permanents d'associations. On est plus expert sur le paiement que tous ces gens-là. En revanche, on ne va pas rentrer dans la préconisation, dans le conseil auprès des entreprises. C'est pas notre rôle. Là, il y a des entreprises qui font ça très bien et on ne va pas aller jusqu'à la mise en œuvre. Mais ça va parfois très loin. Hein. Charlotte pourra parler du sans contact, sur lequel Mercatel a eu un impact fort et l'expertise de Mercatel et de ses permanents, et à ce moment-là, est très, très, très précieuse. Et c'est vrai que quand je disais, et Charlotte, tu pourras répondre aussi sur ce point, mais quand je parlais d'expertise, bien évidemment que vous êtes des experts sur le marché du retail, du paiement depuis 38 ans, mais quand un nouveau sujet arrive, voilà, le BNPL, quand il est arrivé, il n'y avait pas d'experts en fait. Donc est-ce que quand il y a un nouveau sujet qui apparaît, et que d'après vous, d'après votre communauté, c'est un sujet important à traiter, est-ce que vous avez la volonté de devenir rapidement un expert sur ce sujet, donc de vous former pour ensuite accompagner la communauté, ou est-ce que vous faites aussi appel à des personnes qui sont déjà peut-être un peu plus expertes que vous sur le sujet ? Alors, se former, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, nous, il y a quelque chose qu'on n'oublie pas, c'est le relationnel. Donc, on a aussi besoin d'aller au contact de nos adhérents pour comprendre, parce qu'en fait, la connaissance, elle est partout et chez tout le monde. Donc chacun dispose d'un morceau de connaissance, et donc c'est toujours intéressant de mettre au bout du bout les connaissances de chacun pour se faire aussi une opinion sur des sujets. Donc quand on n'est pas très au fait sur une thématique, il suffit d'appeler des adhérents pour confronter nos idées et voir si on est dans le vrai ou pas. Donc ça, c'est nos sujets du quotidien. Le relationnel, c'est hyper important. D'ailleurs, l'humain, c'est au cœur du métier du commerce. Donc c'est notre ADN et on fait ça tous les jours. J'espère qu'on le fait bien. J'espère que les adhérents qui nous écoutent considèrent que on fait le job conformément à ce qui est attendu, et on est forcément très au contact avec eux. Oui. J'aime beaucoup ta réponse parce que ça définit aussi votre mission, non pas comme simple expertise, qui pourrait dire ou laisser penser que d'une certaine façon, on se fait une idée de quelque chose qui arrive, et vous ne voulez pas en rester là, parce que justement, vous ne voulez pas rester dans votre prisme, dans votre lecture d'une innovation, d'une réglementation. Vous voulez la croiser avec ce qu'en pense également toute la communauté pour faire ressortir aussi la richesse, et c'est la richesse de Mercatel, c'est la communauté, et être sûr que ça reste cohérent pour tout le monde. Je dirais, pour rebondir sur mes propos, que comme on est des commerçants, on se considère comme des commerçants. Les commerçants sont des personnes curieuses. Donc, même si un sujet n'a pas émergé, nous, notre volonté, ça va être d'aller lire de l'information sur un sujet pour déjà s'acculturer nous-mêmes et ensuite pouvoir mieux en parler. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas trop savoir de quoi on parle. Donc, puis croiser les idées, les infos, les ressentis, les craintes. On s'intéresse à tout. Alors après, c'est vrai qu'on fait ça dans un format limité, puisqu'on n'est que deux, donc on ne peut pas non plus avoir de l'expertise sur l'ensemble des thématiques, mais en tout cas, on essaye de se tenir informé au maximum des tendances, de tout, voilà, pour pouvoir en parler au mieux. Puis après, pardon, les innovations de rupture, elles sont relativement rares, hein, les vraies innovations de rupture qui changent radicalement. Première chose. Deuxième chose, une modification de comportement dans le paiement, on a coutume de dire que ça prend 10 ans. Il y a des usages qui sont installés et c'est très compliqué, très long de les faire changer. Donc même, tu parlais du BNPL, le BNPL c'est quelque part une appellation marketing. C'est une évolution du paiement plusieurs fois. Du paiement plusieurs fois, voire du crédit à la conso qui était développé déjà par de nombreuses enseignes, par la BPC, par tout un tas d'acteurs. Donc quand on a ce recul avec nos années d'expertise entre guillemets, on sait aussi situer un petit peu à la fois la temporalité d'une évolution ou d'une innovation, quand est-ce qu'elle va réellement être impactante pour le marché. Ça ne nous empêche pas, effectivement, comme dit Charlotte, d'aller à la rencontre de nos adhérents pour confronter un petit peu leur point de vue sur ce qui arrive, et les préparer, parce que
quand je dis 10 ans, c'est pour l'adoption d'un nouveau moyen de paiement. Ça a tendance à s'accélérer. Hein. On va parler peut-être du mobile et de mobile qui dans le paiement. Ça a tendance à s'accélérer, mais ça reste long. Hein. Les usages sont quand même implantés. J'ai l'impression que l'intelligence artificielle, en un an, a fait des pas de géant et qu'on ne pourra jamais rattraper notre retard si on ne s'est pas mis dedans. Donc, ce qui veut dire que même moi, je ne me suis pas particulièrement mis dedans. Je suis perdu. Ça fait des sauts de géant en un an. Il faut tenir le rythme aussi. Ça va vite, mais voilà, il faut faire la distinction entre le bruit médiatique et la réalité terrain dans les entreprises. Hein. Ça met du temps. Et puis, on n'a pas parlé de la situation du commerce. Hein. On aurait dû commencer par là, peut-être. Hein. Le commerce, c'est une équation difficile aujourd'hui, hein, quand même, avec une inflation, une consommation un peu en berne, des changements de comportement d'achat, beaucoup d'investissements, une recomposition, on le voit dans la grande distribution, voire une concentration dans certains secteurs. Il y a beaucoup d'évolutions de ce côté-là qui rendent les choses à la fois nécessaires mais compliquées. Voilà. Donc il faut prendre ça en compte quand on parle d'innovation. Voilà, c'est pas parce qu'il y a un gadget nouveau qui va arriver que ça va se diffuser dans l'ensemble du commerce tout de suite. Faut garder la tête froide. On a un petit peu le temps de le digérer, de voir quels sont les impacts, les coûts, les avantages, mais aussi les inconvénients. Oui, qualifier le besoin pour les entreprises, parce que c'est pas parce qu'une enseigne veut une technologie que tout le monde va se l'approprier. Tout à fait. Donc, nous, notre idée, c'est aussi de traiter le cas, je veux dire, général. Hein. C'est-à-dire, une technologie qui est prise à un instant T doit être valable chez tout le monde. Tout à l'heure, Bertrand parlait du sans contact. Bon, c'est vrai que cette fonctionnalité, elle a mis 10 ans à s'implanter avec force de travail avec les différentes parties prenantes, puisqu'à l'origine, le groupe de travail Mercatel sur le sujet date de décembre 2011. Donc, il a fait intervenir tous les acteurs de la chaîne, que sont les commerçants, bien sûr, mais aussi les banques, les réseaux de paiement, les monéticiens, pour faire en sorte que à la fois les cartes émises et les terminaux installés chez les commerçants puissent se rencontrer. Donc ça, c'était un travail de 10 ans. À l'intérieur de ces 10 ans, forcément, il y a aussi les aspects pédagogiques vers les porteurs, pour leur expliquer en quoi ça va changer leur vie, quels sont les bénéfices, et pour les commerçants aussi. Donc ça met du temps, mais après, il y a des évolutions qui en mettent moins, parce que c'est triste d'en parler, mais le Covid, il a été un facteur d'accélération, en fait. Sur certains sujets, on lit un peu partout qu'en fait, on a gagné, en fonction des secteurs, 5 ou 10 ans. Ouais. Donc, je dis pas qu'il faut une crise à chaque fois, mais en tout cas, là, pour le coup, ça a été un facteur d'accélération très fort. Ce qui prouve aussi que l'écosystème est extrêmement résilient et réactif, quoi. Résilient, s'adapter à une vitesse fulgurante, quoi. Ouais. Résilient à plusieurs titres, hein, parce que dans le paiement, la résilience c'est hyper important. Hein. Si les systèmes de paiement s'arrêtent, l'économie s'arrête demain. Hein. Donc voilà, il faut aussi prendre en compte cette exigence des outils, des solutions, des acteurs dans le domaine du paiement pour que l'activité se poursuive. Oui, c'est d'ailleurs pour ça, un petit pas de côté, que le paiement sans contact à 50 € en 2020 a été un petit peu chahuté. C'est parce que les acteurs se sont dit, mais si on fait ça trop vite, ça risque de ne pas fonctionner. Et donc, le pire des scénarios, ce serait que ça puisse plus fonctionner du tout. Donc, et on est souvent drivé par cette crainte du pire. Oui, donc il se trouve que par chance, ça ne s'est pas produit, parce qu'on avait aussi travaillé de façon très régulière avec la communauté bancaire pour faire en sorte que cette évolution-là, qui était plébiscitée par les commerçants, mais aussi par les porteurs, puisque la situation pendant le Covid était un peu exécrable en point de vente, plus personne ne voulait toucher à quoi que ce soit, donc il fallait apporter cette réponse, et tout le monde a su être au rendez-vous de cette évolution qui aujourd'hui représente, le sans contact, si on reprend ce sujet-là, représente 6 transactions cartes en proximité sur 10. Donc c'était quand même un bond de géant et au bénéfice de tout le monde. Donc tout le monde est satisfait. Ouais. Non, ça a été une belle évolution, mais c'est vrai que le Covid a été un vrai catalyseur, facteur d'accélération sur plein de sujets, hein. Bien sûr le monde du commerce, mais le monde du travail, hein, beaucoup de choses. Oui, dans le commerce, effectivement, moi, à l'époque j'étais à la FEVAD, c'était un catalyseur aussi dans l'explosion du secteur du e-commerce, hein. Et la prise en compte, alors on parle de multicanal depuis longtemps, mais
Mais c'est vrai que les enseignes, la vraie multicanalité, elle est complexe. Hein, et c'est vrai ça mérite d'en reparler encore aujourd'hui parce que c'est pas simple à mettre en œuvre pour avoir une vision 360 à la fois du client, du paiement, que ce soit fait en e-commerce ou en proximité. Donc là aussi, il y a eu des accélérations sensibles et il y a encore du travail sur ces sujets-là. Ouais. Quelle serait une fierté, une victoire, un succès de Mercatel que vous souhaiteriez partager au cours de ces 38 années de bons et loyaux services? Alors, moi, je ne peux parler que de ce que j'ai connu. Donc, mon recul, il est de 17 ans, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Mais moi, ma vraie fierté, c'est le paiement sans contact. Ouais. Je le dis parce que quand on a pris ce sujet-là, personne n'y croyait. C'est vrai. Mais quand je dis personne, c'est vraiment personne. Ouais. Donc, on a été donc vraiment aidé. C'était donc pas forcément le réseau qui vous a influencé, guidé vers ce sujet, c'est plutôt une conviction personnelle qui vous a motivé. Une conviction personnelle, et puis les acteurs qui n'y croyaient pas avaient encore en mémoire l'échec de Monéo, pour ceux qui se souviennent de l'histoire. Et nous, on y croyait parce que certains de nos adhérents enseignes alimentaires émettaient déjà cette fonctionnalité sur leur carte. Et donc, ce sont essentiellement elles, ces enseignes-là, qui nous ont dit il faut y aller. Donc, on va dire qu'on avait presque mandat donné par ces entreprises. Une base solide. Voilà, pour aider au développement de la fonctionnalité. Donc, il a fallu du temps, il a fallu de la conviction, il a fallu de l'énergie. Au final, ça s'est fait. Donc, moi, c'est ma réussite professionnelle et même personnelle, parce que j'ai été par ailleurs hyper investie dans les tests pour vérifier que chez mes adhérents ça fonctionnait, à la fois en carte, à la fois en mobile, puisque j'étais aussi bêta-testeur pour ma banque. Donc c'était assez sympa. Moi, je garde un super souvenir de ce sujet-là, et quand je vois aujourd'hui le volume de transactions que ça représente, je suis, au titre de Mercatel et à titre personnel aussi, ultra satisfaite, et j'ai hâte de m'emparer d'un autre sujet, et c'est déjà le cas aujourd'hui, pour en faire la même chose. Voilà, je parle du virement. Peut-être que je me trompe, et corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que donc ça a 15 ans à peu près le paiement sans contact, et qu'aujourd'hui ça représente 80% des paiements par carte, quoi. Ouais, peut-être un peu moins, mais en tout cas, il y a la dimension mobile qu'on a peut-être un peu de difficulté à quantifier, mais en tout cas, oui, il a fallu du temps, mais ça, c'est normal, hein. Il faut du temps pour que les banques renouvellent leur parc de cartes, pour que les commerçants soit renouvellent leur matériel d'acceptation, soit fassent évoluer le logiciel, et puis à côté de ça, il faut forcément avoir l'effort de pédagogie envers le porteur, puisque le porteur, s'il n'est pas convaincu de l'intérêt, il n'y va pas. Donc, il a fallu quand même beaucoup de communication faite par les banques, mais faite aussi par les commerçants, pour amorcer la pompe et faire que ce soit ce que ça représente aujourd'hui. Donc, c'est du temps. Mais au final, on a réussi notre mission, et on est plutôt satisfait. Enfin, et avec l'évolution qui arrive du PIN online, du single tap, avec la certification FRV6, donc qui va encore plus, j'imagine, favoriser ce paiement, puisque... Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le PIN online? Alors, le PIN online, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la capacité à réaliser des transactions sans contact avec authentification forte, sans pour autant insérer la carte dans le terminal. L'objectif, c'est de garder la même ergonomie qu'aujourd'hui, c'est-à-dire présenter la carte au terminal de paiement, et en fonction du calcul fait par l'émetteur de la carte, c'est-à-dire est-ce que le plafond d'utilisation a été atteint ou pas, je pourrais potentiellement demain devoir saisir mon code sur le terminal et réaliser ma transaction. Alors, le PIN online... veut dire que donc, le réflexe numéro 1 ne sera plus de mettre la carte dans Absolument. le terminal de paiement, mais de taper la carte sur le terminal comme on fait un paiement sans contact. Absolument. Ça sera ça systématiquement l'usage. Oui. Et c'est le terminal, enfin l'application qui va déterminer si on a dépassé le seuil du sans contact, et auquel cas on aura juste à taper le code pour valider le sans paiement. insérer la donc carte. on ne mettra plus la carte dans le terminal. Oui, c'est l'objectif visé par ça. Alors le PIN online en France, effectivement, on a un petit peu à la traîne, mais il existe par ailleurs dans différents pays, et donc ça fait partie de l'évolution naturelle du paiement sans contact. Donc carte en tout cas, puisque le mobile, on va dire, fonctionne déjà sur un mode presque PIN online, puisque l'authentification, elle est déjà intégrée. Donc, Face ID. voilà. Exactement.
Sur le sans contact, il faut se rappeler effectivement toutes les peurs qu'il y avait aussi à l'époque, les buzz qu'il y avait régulièrement au début. De fraude. Je vais me faire frauder, il y a des gens dans le métro qui me prennent. Voilà. Bien sûr. Et donc, c'est, comme dit Charlotte, il y a à la fois l'aspect technique, l'aspect des industriels, l'aspect des commerçants, et puis l'aspect des consommateurs qu'il faut rassurer et puis embarquer dans ces nouveaux usages. Personnellement, moi sur les, alors j'ai pas l'expérience de Charlotte en proximité, mais je suis assez content de la manière dont on a travaillé d'ailleurs avec Mercatel à l'époque où j'étais à la FEVAD sur la migration des SP2. Ouais. Aidé en cela beaucoup par le régulateur. On peut le citer. Julien Lassalle a été une personne importante dans ce dispositif en prenant très fortement en compte les contraintes du contexte, la Covid, avec la nécessité que les gens puissent continuer à acheter et donc de ne pas être freinés par des authentifications fortes qui n'étaient pas encore forcément rentrées dans les mœurs. Les outils n'étaient pas forcément disponibles dans les mains des consommateurs pour faire ces authentifications. Et donc, il y a un plan de développement de cette migration des SP2 qui a été faite conjointement avec les banques, les commerçants, le régulateur. Et puis, on a beaucoup travaillé dans le cadre de CB également pour suivre ça, quasi de façon hebdomadaire, pour identifier les problèmes, identifier les acteurs de cette chaîne qui n'étaient pas prêts, mettre des dates et des plannings pour que ça se développe. Alors, on a glissé un petit peu sur le planning prévu par la DSP2, mais c'est pas grave, ça a été fait en bonne intelligence par l'ensemble des acteurs. C'est un travail effectivement Mercatel, FEVAD à l'époque qui a été très important. Un travail monumental. Je suis assez d'accord avec ça. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Après des satisfaits personnels ou professionnels, il y en aurait d'autres. On a vraiment focalisé sur ces deux aspects-là, mais il y en aurait d'autres pour lesquels on pourrait remercier les organisations professionnelles pour leur participation active au sein des instances de place pour éviter parfois le pire. Donc on est là, on veille au grain pour faire en sorte que les choses se passent et sans trop de difficultés pour les entreprises, pour leur laisser le temps aussi de s'approprier les sujets et de les mettre en place au sein de leur organisation. Et pour un autre sujet qui n'a pas d'existence encore totale aujourd'hui, qui est la facturation électronique et le e-reporting, il va de soi que le report de la réforme est aussi lié à la demande des représentants des organisations que nous sommes, mais pas que, pour prendre en compte les contraintes de chaque boîte en fait, dans l'appropriation des sujets, et, dans leur timing de mise en œuvre. Et on est vraiment aidé en cela par les fédérations du commerce. Selon les sujets, on travaille avec l'une ou l'autre. DSP2, c'était plutôt l'histoire du e-commerce, donc c'était avec la FEVAD, mais je pense au règlement IFR sur les interchanges qui a été négocié avec la FCD beaucoup à l'époque, qui est monté au créneau sur ces sujets-là. Voilà, puis sur la facturation électronique avec la FTE par exemple, qui est plus appétante parce que trésorerie, etc. Donc selon les sujets, on active telle ou telle fédération. Nous, on est un peu des alerteurs et puis on fait appel effectivement aux forces des autres pour pousser les sujets quand il y a besoin d'intervention ou politique ou lobby dans telle ou telle instance. Mais d'ailleurs, je regardais un peu ton parcours en préparant ce podcast. On peut dire quand même que tu es un homme de fédération, d'association, de communauté. C'est clair. Puisque tu as quand même fait toute ta carrière dans ce milieu et c'est assez passionnant. Il y a quelque chose qui t'a séduit parce que donc je vois Fédération nationale de la presse d'information spécialisée, ensuite FEVAD, ensuite donc Mercatel. Oui, donc, très clairement. Qu'est-ce qui te parle dans moi, j'avais une formation initiale d'informatique et puis j'étais passionné. Je suis un grand lecteur. J'étais passionné de médias, d'information, de communication. J'ai fait un complément de formation avec un master, ça s'appelait pas master à l'époque, une maîtrise dans information et communication, plus particulièrement dans le domaine scientifique et technique d'ailleurs. Et c'est ce qui m'a valu d'être recruté par la Fédération de la presse, la Fédération de la presse dans les années, alors je parle de ça, c'est les années 90, Internet débarqué et les contenus en ligne. Les éditeurs de presse se demandaient ce qu'ils allaient faire avec ce truc-là, comment ils allaient monétiser leur contenu, alors qu'ils travaillaient beaucoup avec de l'abonnement ou de la vente au numéro, comment ils allaient porter leur contenu en ligne.
Et donc j'ai travaillé pendant 10 ans effectivement avec les fédérations de presse, d'éditeurs de presse pour éduquer, informer, faire de la pédagogie sur ce qu'est Internet, ce que ça peut leur apporter comme service. Et la suite naturelle, c'était la FEVAD, qui s'appelait à l'époque le SEV-PCD, qui était la vente par correspondance, mais qui a été transformé radicalement par le e-commerce aussi, et qui s'est renforcé dans ce domaine. Et c'est là que je suis arrivé à la FEVAD pour traiter effectivement tout cet aspect innovation technologique dans le domaine du commerce et de la vente par correspondance, qui a basculé très massivement sous la pression des barbares qui arrivaient, les Pixmania, les ventes privées, les showrooms, les rues du commerce et autres, qui ont très vite adhéré à la FEVAD. Et la FEVAD s'est transformée très très vite. Et puis l'écran VP6 se sont également mis de la partie. Voilà, donc effectivement, il y a un intérêt, c'est vrai, qui doit correspondre à ma personnalité, d'échange, de partage, de curiosité, des expériences des uns des autres. De volonté d'aider aussi l'écosystème. Et d'aider l'écosystème, sans doute aussi, ouais. Et puis peut-être d'avoir une liberté de ton qu'on pourrait peut-être pas aussi avoir en entreprise. Donc avoir suffisamment de hauteur pour parler au nom d'un secteur. Moi, je trouve ça formidable, le métier d'organisation professionnelle ou d'association. C'est assez intègre aussi. On rencontre des personnes d'univers très différents, avec des problématiques différentes, des appréciations différentes sur les sujets. Et en fait, ça nourrit beaucoup les esprits. Moi, c'est pour ça que je suis restée aussi longtemps, c'est parce que je trouve aussi mon intérêt. 17 ans, quand même. Les sujets sont jamais les mêmes, les personnes changent, les états d'esprit changent aussi, et je trouve ça formidable de co-créer ensemble. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas cette notion de vendre quelque chose, quoi, ou de conseiller quelque chose. Tu te positionnes comme un expert sur le secteur. Tu t'impliques de façon intègre, authentique, tu accompagnes la communauté, l'écosystème, donc ça doit être assez passionnant, avec en plus un contexte qui bouge tout le temps. Donc, puis la fréquentation d'entrepreneurs aussi est passionnante. Je crois pas, personnellement, à mon âge, je suis un peu lucide sur ce que je suis. Je ne crois pas avoir un esprit d'entrepreneur, mais en revanche, je suis fasciné par ces gens qui montent des boîtes, qui ont cette... c'était surtout le cas à la FEVAD, parce que c'est vrai que dans la grande distribution, ce sont des entrepreneurs aussi, mais ils sont installés depuis longtemps. À la FEVAD, j'ai vu percer des sites, des concepts tout à fait nouveaux qui arrivaient, et des gens qui y croyaient, qui défrichaient des terrains nouveaux. Et en plus, tu les as accompagnés, tu as vécu l'âge d'or, de l'explosion, la conquête de l'Ouest, puisque tu étais resté 20 ans à la FEVAD, de 2002 à 2022. Avec l'impression de jamais traiter les mêmes sujets d'une année sur l'autre, parce que le e-commerce de base, après les places de marché, après le développement du mobile, après l'international, évidemment le cross-border, les sujets de sécurité, de fraude, il y a toujours eu quelque chose de nouveau à traiter pendant toutes ces années. Joli. Mais les représentants dans les associations ou fédérations restent en fait assez longtemps, quand tu regardes bien. C'est vrai. Si tu t'intéresses, si tu regardes les sites et les DG ou présidents de structures, tu verras que en fait, les gens restent assez longtemps. Et puis tu noues des liens forts en fait aussi avec l'écosystème, puisque tous les acteurs, comme tu le disais tout à l'heure Charlotte, tu t'impliques vraiment, et donc c'est des liens authentiques et forts qui se mettent en place. Tu t'impliques vraiment et tu vois dans le temps long, donc quand tu prends en charge un sujet, tu aimes bien le voir se concrétiser. C'est difficile quand tu as une conviction profonde sur un sujet, d'avoir une rupture dans celui qui le porte en fait. Donc moi c'est ce que je pense à titre personnel, c'est quand on prend un sujet parce qu'on y croit, il faut aller jusqu'au bout. Donc c'est aussi ça l'intérêt de la pérennité dans la représentation et dans une direction générale, c'est de voir se concrétiser réellement le sujet. On le voit bien dans ton parcours, dans ton engagement. Toi, t'es tombé dedans tout de suite, et puis tu y es toujours 17 ans après. Donc, Alors moi, en fait, je ne viens pas initialement du monde du commerce parce que j'étais pas destinée à faire ça. En fait, moi, je reprends un petit peu sur ma présentation personnelle, moi j'avais pour ambition de
de faire de la traduction, en fait. Ok. Donc, j'ai fait un cursus essentiellement en lettres et histoire britannique et américaine. Fédération, Donc, c'est un peu de la traduction aussi. Absolument. Donc, en fait, je suis arrivée là par hasard, mais en fait, en creusant, parce que j'ai demandé à la famille pourquoi cet intérêt pour le commerce, on m'a rappelé à juste titre qu'il y avait des commerçants dans la famille, donc c'est peut-être pas tout à fait innocent tout ça. Et puis, il y a cette curiosité que j'ai pour ce secteur que j'adore aussi. Et je jouais à la marchande quand j'étais petite, alors il paraît que c'est tout ce que les petites filles font. Mais, Et les petits garçons, attends. mais je passais déjà des articles devant le téléphone en pensant que c'était du passage-caisse. Donc il y a peut-être quelque chose d'enfoui qui a un lien avec ce que je fais aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, ce secteur me passionne et je pense que j'y resterai encore un bon moment. Et alors, après ces 17 années d'implication, d'engagement, et donc au-delà de l'expérience, l'expertise, comment tu vois un petit peu le marché du commerce déjà, dans un premier temps, du retail quelle est d'après toi, un peu l'actualité, les tendances comment tu vois un petit peu le paysage commerce? C'est compliqué parce que le commerce, vu d'une manière générale, quand on lit la presse ou quand on écoute la télé, les signaux sont plutôt alarmants. Enfin, en tout cas, tous les jours, des entreprises ferment ou on sait qu'elles sont en grande difficulté. Mais malgré tout, il ne faut pas non plus voir le verre à moitié vide. Il faut aussi se projeter et voir ce qui est de bien aussi dans le commerce. Donc forcément, il y a des groupes qui ferment, mais qui sont repris par d'autres. Donc dans l'alimentaire, c'est ce qui est en train de se passer. Les phénomènes de concentration qui seront peut-être bénéfiques. On verra ce que ça donne, tout ça. Donc après, ça a toujours existé. Enfin, les entreprises naissent, disparaissent. C'est la continuité, c'est le cycle de la vie avec forcément les aléas et la tristesse que ça implique. Le climat socio-économique n'est pas effectivement réjouissant en ce moment, entre l'inflation, les guerres, crise énergétique. Non, mais il semblerait que la consommation reprenne. Enfin, c'est ce que j'ai lu ce matin. Donc c'est plutôt bon signe. On va voir sur le temps long ce que ça donne. Donc est-ce que c'est l'effet de la météo qui va faire en sorte que les consommateurs vont se remettre à consommer, puisque les consommateurs ont quand même beaucoup thésaurisé pendant le Covid. Donc il faut que cette trésorerie revienne un peu dans les flux, pour donner de l'air et de l'oxygène à tout le monde. Petite baisse de l'inflation également. Oui. Après, ce qui change, effectivement, le commerce a toujours existé. C'est vraiment quelque chose le propre de l'homme, on va dire. Si tu as vu mon parcours, j'ai fait un peu de philosophie aussi. Ouais, c'est important, c'est important aussi. Oui, c'est important, ça a été important pour moi. Et, ce que je voulais dire, c'est que le commerce électronique, les transformations du commerce, notamment en logistique, font que, effectivement, il y a des acteurs internationaux qui interviennent désormais sur nos marchés. On n'est plus seulement sur le marché domestique avec des acteurs domestiques, on est à la concurrence d'un certain nombre d'opérateurs dans ce secteur qui posent un certain nombre de problèmes. Effectivement, il y a une levée un peu de bouclier là, dans un secteur qui souffre aujourd'hui, qui est le textile, l'équipement de la personne, avec des sites ou des applis d'ultra fast fashion là, qui déferlent très, très agressifs, et qui perturbent à la fois l'écosystème de façon concurrentielle, mais aussi qui vont peut-être un peu à l'encontre des préoccupations et des exigences qu'on fait peser sur les entreprises nationales en matière d'écologie, de climat, de RSE, etc. Donc c'est important aussi pour nous. Alors c'est pas forcément notre secteur, l'économie du commerce. On en tient compte dans nos préoccupations. On est forcément obligé d'en tenir compte parce que, comme on l'a dit au début, le paiement est en train de transformer aussi le commerce. Le paiement n'est plus quelque chose qui a un coût simplement en bout de chaîne. C'est vraiment au cœur de l'expérience du consommateur. C'est aussi une valeur ajoutée, c'est un service qu'on apporte. Et donc ça, c'est important dans la transformation du commerce d'aujourd'hui de prendre en compte cette dimension avec cette concurrence et parfois compliquée qu'il y a avec l'ensemble du monde. Non, mais complètement. Et du coup, d'après vous, quelles sont les évolutions en ce moment du monde du paiement? Où va-t-on? Quelles sont les grandes tendances ou les
les sujets de prédilection sur lesquels se concentrer? Alors, le paiement, c'est quelque chose d'effectivement très culturel. Il y a une volonté forte de l'Europe de se doter d'instruments et de solutions de paiement, on va employer ce mot un peu fourre-tout, mais souveraines, de solutions souveraines pour le paiement. On voit des grandes zones géographiques faire la même chose. Pour le paiement, pour Chine, la technologie, l'Inde, la souveraineté revient souvent. La souveraineté devient quelque chose d'important dans le contexte géopolitique dans lequel on est. Donc il y a cette vraie volonté européenne de faire ça. Après, pays par pays, c'est vrai qu'on a des cultures extrêmement différentes et des usages très différents. En France, on a un pays de cartes. On a un pays de cartes. Il y a d'autres pays, l'Europe du Nord, ils sont plus dans le virement, le prélèvement. L'Allemagne aussi, les Pays-Bas, Belgique, dans le sud de la France, dans le sud de l'Europe, c'est encore différent. Donc des usages très, très, très domestiques, très particuliers, très marqués, qui rendent difficile effectivement cette avancée collective européenne, avec quand même des initiatives dans le domaine. On pourrait parler de deux pays, Wero, qui arrivent. On peut parler aussi de l'euro numérique qui, à plus long terme, est une volonté européenne. Donc voilà, il y a des transformations, il y a une volonté européenne, et puis il y a une transformation domestique qui peut être complexifiée par ces caractéristiques locales qui sont différentes. Donc il faut faire évoluer l'ensemble des acteurs. C'est pas que le commerce. Les banques qui sont habituées à travailler avec un monde carte et avoir des revenus cartes sont également un peu perturbées par ce changement de modèle. Qu'est-ce que le virement instantané, comment elles vont retrouver leur équation économique avec le virement instantané, alors que la carte c'était la cash machine, on peut dire. Je vais me faire insulter, mais voilà. Donc, et puis une problématique de souveraineté qui est européenne, qui est aussi nationale, avec nous en France un acteur domestique qui est carte bancaire, qui est aussi challengé par des grands acteurs internationaux. Bien donc le commerce est également soucieux de voir le coût des paiements se transformer, évoluer. Et de préserver des coûts bas. Donc, ça reste quand même le nerf de la guerre, c'est la première préoccupation du commerce. Effectivement, dans une période difficile, les commerçants vont à la chasse aux coûts partout où c'est possible, et ils sont aperçus effectivement que le coût des paiements avait tendance à augmenter. Donc ils cherchent effectivement des solutions pour pallier à ces problématiques. Okay. Et toi Charlotte, quelles seraient les tendances, les 2-3 sujets des évolutions dans le monde des paiements qui te parlent le plus? Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je voulais juste rajouter les critères d'inclusion et d'accessibilité. Oui. Donc on est certes encore un très grand pays carte, mais on a aussi, et ça, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais les espèces résistent, contrairement à ce qu'on lit partout. Le cash est loin d'être mort, parce que avec le contexte d'inflation, forcément, il y a un besoin de gestion du quotidien. Et donc, quoi de mieux que les espèces pour gérer ses dépenses, quoi. Donc, en vérité, ce qu'on pensait être la fin du cash pendant le Covid et bien avant, en fait, ça ne se concrétise pas. Donc, autant si le chèque décroît, le paiement fiduciaire, lui, est toujours là. Même dans les pays nordiques qui avaient complètement... qui étaient passés en paiement digital à 100%, reviennent sur le paiement fiduciaire. Oui, et dans des proportions très différentes, en fait, en fonction des secteurs d'activité. Bon, dans l'alimentaire, tout dépend de l'enseigne, effectivement, mais en tout cas, oui, les statistiques, elles montrent que on est encore, on va dire, grosso modo, si on veut faire une moyenne, à 10% de paiement en espèces, quoi. Donc, dans l'alimentaire. Oui, dans l'alimentaire. Donc, ça peut paraître... Ça peut paraître peu, mais en fait, non, pas tant que ça. Sur des paniers moyens importants en plus. Donc, oui. Et les pouvoirs publics sont extrêmement attentifs à préserver cette filière du cash. D'ailleurs, il y a des discours un peu pas contradictoires, mais les commerçants sont obligés de jongler avec ça. On leur demande de continuer à accepter le cash. Le cash, comme tu le sais, il y a un régime juridique qui s'appelle le cours légal. Tous les commerçants sont obligés, c'est le seul moyen de paiement qui est obligatoire partout en France. Qu'on ne peut pas refuser. On ne peut pas refuser, pardon, c'est ça.
En revanche, par ailleurs, on cherche à digitaliser l'économie, aller vers l'euro numérique. Donc c'est un des points d'ailleurs quand on parle, si on parle de l'euro numérique. Est-ce qu'il aura les mêmes caractéristiques de cours légal que le fiduciaire d'aujourd'hui? C'est pas évident quand même, parce que c'est de la techno. Tout le monde n'est pas en capacité ni d'avoir de l'euro numérique en tant qu'utilisateur, ni en tant que commerçant à la capacité à l'accepter. Faut encore voir les conditions dans lesquelles tout ça va se faire et à quel coût, bien évidemment. Et ces initiatives européennes, tu parlais de pays également, l'euro numérique, on sent quand même des tentatives, parfois un pas en avant, deux pas en arrière. EPI par exemple, qui est un superbe projet que je soutiens complètement, mais qui à la base avait comme vocation d'arriver sur un scope beaucoup plus large, sur le paiement carte, qui finalement maintenant se recentre sur le wallet et le virement instantané, ce qui est peut-être une bonne stratégie, mais on sent aussi que le modèle se cherche, et comme tu disais Bertrand tout à l'heure, probablement parce que le paysage du paiement est différent dans chaque pays, que les usages sont différents. Mais donc, comment tu vois l'évolution ou l'aboutissement potentiel de ces grands projets européens comme EPI ou l'euro numérique? Les banques, déjà, les banques françaises sont très investies dans ce projet. Beaucoup d'acteurs, oui. Vraiment, elles ont investi beaucoup là-dedans, donc ça veut dire qu'il y a effectivement quand même une volonté d'y arriver, les banques françaises, et puis il y a des acteurs européens, donc on n'a pas réussi à faire un tour de table européen aussi large que, c'est pas moi, mais EPI n'a pas réussi à faire un tour de table aussi large qu'il le souhaitait au départ. Donc on a 5 grands pays, France, Allemagne, Benelux, Pays-Bas. Et on va démarrer avec ça. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, le projet carte a été abandonné au profit de ce wallet. On voit quand même effectivement les paiements QR code qui se développent c'est partout dans le monde. Alors, avec des cultures différentes, une histoire différente. En France, ça va être long, ça va être très long. Le projet EPI a bien l'ambition de démarrer au milieu de cette année déjà avec du P2P, c'est important ça, parce que ça installe, ça met une base d'utilisateurs à la base de ce projet. Il y a des utilisateurs aujourd'hui en France, c'est Paylib, dans d'autres pays c'est d'autres solutions, mais qui utilisent déjà le paiement P2P en virement instantané. Donc il y a une base installée d'utilisateurs. Donc ça sera important pour la suite, c'est-à-dire la deuxième étape, c'est le e-commerce. Comment on accepte de EPI et le wallet et le paiement QR code en e-commerce. Donc on commence à avoir des ateliers sur ces sujets-là entre commerçants, banques, et on s'aperçoit que c'est vrai que c'est pas simple pour reproduire effectivement tous les cas d'usage que la carte a mis 40 ans à développer. Et il y a énormément de richesses fonctionnelles dans les usages de la carte aujourd'hui. Elle a même été le modèle a été un petit peu tordu pour pouvoir faire tout un tas de choses avec la carte, qui n'était pas forcément destiné à ça. Mais reproduire tous ces cas d'usage avec un virement instantané, ça va prendre du temps. On va peut-être démarrer avec un paiement simple dans un premier temps, et puis aller après avec du paiement différé, du paiement fractionné, du BNPL, tout un tas d'autres cas d'usage qui vont prendre des années à se rentrer dans. Et puis après, il y aura la proximité. Voilà. Reproduire ou redoubler d'inventivité, j'ai envie de dire. Parce que là, comme on part d'une feuille blanche, quelque part, c'est aussi le moyen de réfléchir à ce qu'on veut faire, en fait, de ce virement instantané. Donc, et les commerçants sont très demandeurs. Alors, si on nous pose la question, quelle est l'appétence, nous, on peut vous répondre que les commerçants sont très demandeurs. J'en veux pour preuve qu'on va lancer très prochainement un groupe de travail sur le sujet. Tous les commerçants ont répondu présent. Voilà. Okay. Donc ils viennent pas là juste pour nos beaux yeux, pour venir nous voir, mais ils ont envie de faire. Donc qu'est-ce qui leur parle le plus derrière justement ce projet? Je pense que la question d'optimisation des coûts, elle n'est pas tout à fait innocente. On cherche à rationaliser dès que c'est possible, parce qu'effectivement les coûts cartes augmentent, mais bon après ça c'est lié à plein de choses. Je ne sais pas si on a, on va dire, vocation à en parler là, mais effectivement, le digital se développe, donc la carte se développe, et cette carte, forcément, elle a des coûts, et pour les commerçants, ça se voit. Donc, et je dis tous les commerçants, pas que les grands comptes, tous les commerçants voient que leurs coûts augmentent. Donc, l'objectif derrière tout ça, c'est de créer des nouveaux parcours, mais aussi, on ne va pas se le cacher, d'essayer de faire des petites économies où c'est possible. Parce que l'objectif, c'est aussi d'être au rendez-vous des différentes obligations
réglementaire. Donc là, nous, on est très focalisé paiement, mais on sait qu'il y a un énorme chantier sur la transition écologique. Ouais. Donc tout ce qui peut permettre de faire un peu d'économie peut être bien pour injecter en fait cet argent ailleurs, ou alors dans l'attractivité des magasins, ou alors dans le digital, dans la logistique, où vous voulez, mais on est à la recherche de gains. De gains, bien sûr. Et tu parlais donc de réglementation, on en parlait aussi un peu tout à l'heure, c'est vrai qu'on est un peu les champions en Europe. Donc là, il y a la DSP 3 qui approche. Qu'est-ce que ça va apporter un petit peu pour l'écosystème Alors, la DSP3 est plus un prolongement de la DSP2, une évolution qu'une révolution, comme l'a été la DSP2. La DSP2, ça a été, je rappelle, la DSP2, il y a deux aspects. Il y a l'aspect effectivement sécurité, authentification forte dans les paiements en ligne, et puis il y a l'aspect open banking. Open banking, c'est-à-dire l'obligation faite aux banques d'ouvrir via des API l'accès au compte pour des services nouveaux, de l'innovation, des fintech, qui peuvent accéder pour de l'information et qui peuvent accéder aussi pour être des nouveaux acteurs dans le paiement. Donc la DSP3, la DSP2, il y a un bilan qui a été fait sur les API, comment elles fonctionnent, etc., sur le virement instantané. Enfin, non, c'est un autre texte, mais il y a le règlement sur le virement instantané dont on pourra parler, qui cherche à corriger les constats de faiblesse de la DSP2. C'est-à-dire l'atteignabilité, l'open banking doit fonctionner dans toutes les banques qui proposent du virement classique, au même coût que ce virement classique, pas plus cher. Ce qui était un frein effectivement au développement du virement instantané dans un premier temps, c'est que les banques le faisaient payer aux payeurs. Donc nous, commerçants, on pouvait difficilement mettre en place un virement instantané pour acheter quelque chose dans nos magasins quand le client devait en plus payer pour payer. Voilà, même si dans les faits, il le fait en achetant sa carte, etc. Mais là, il fallait qu'il paye 1 euro pour faire un virement de 50 euros. Donc c'était compliqué quand même de porter ce truc-là. Je sais plus donc c'est une évolution qui va plutôt simplifier, fluidifier le DSP3 commerce. vise à corriger les insuffisances de la DSP2 avec un aspect nouveau qui est un prisme, mais qui est aussi au niveau national très fort, c'est la protection du consommateur. Oui. Protection du consommateur qui parfois peut nous inquiéter un peu dans un contexte où la fraude est également très présente. Et c'est vrai que la DSP3 prévoit un certain nombre de mesures pour le remboursement du consommateur extrêmement contraignantes pour les établissements de paiement. Donc la DSP3 est plus destinée d'ailleurs aux établissements de paiement et aux acteurs régulés qu'aux commerçants, même si les commerçants ils seront impactés en second rideau par tout ce qui va se faire. Donc ça va permettre de fluidifier, d'élaborer de nouveaux parcours de paiement. Il y a aussi cet aspect protection du consommateur qui est certes légitime, mais qui parfois permet à des fraudeurs ou à la friendly fraud de se développer. C'est-à-dire le consommateur va avoir toute une palette d'instruments pour pouvoir se faire rembourser rapidement et facilement. Il faut que ça se fasse dans la concertation avec un certain nombre de conditions et de process qui respectent effectivement la manière dont le commerçant a traité avec le client. Ok, écoute, merci Bertrand, merci Charlotte. Pour terminer, peut-être Charlotte, est-ce que tu peux nous dire un peu quelles vont être les priorités de Mercatel sur l'année à venir, les différents chantiers, les différents projets? On en a plein. Alors, j'ai l'impression, oui. On a ce gros volet, effectivement, accompagnement, développement du virement instantané. Donc, EPI, par exemple, de nous rejoindre en qualité de membre. Donc on va les associer, mais ils ne vont pas être tout seuls, puisqu'il y a aussi à côté d'eux des nouveaux acteurs qui sont des fintech et qui sont elles aussi adhérentes. Je parle de Fintecture, de Bankin ou de Linkso, qui vont nous accompagner avec l'ensemble de l'écosystème pour aider au développement et à la démocratisation de ce sujet-là. Comme on a été gâtés l'année dernière et qu'on a un énorme corpus réglementaire, on va s'attacher à voir ce qu'on va essayer de dégager d'intéressant pour tout ça. Donc il y a l'euro numérique, forcément, on va regarder. Bien sûr. Mais ce ne sera pas le quotidien de Mercatel. On va aussi traiter des aspects PIN Online, puisqu'on a pour mission d'assurer le suivi de la migration. Donc, encore une fois, ça va être un petit peu long, parce que forcément, des projets qui nécessitent des évolutions logicielles, tu sais ce que c'est, c'est toujours un peu difficile, et soumis à des contraintes sur lesquelles on n'a pas spécialement la main, nous, commerçants. Donc, on a ces sujets-là, et puis on va aussi suivre des tendances en matière d'usage, puisque ça,
on est très au fait là-dessus et on nous le demande. Enfin, les autorités, qu'elles soient Banque de France ou même Ministère des Finances, nous le demandent. Voir comment les gens payent. Voilà, c'est très important parce que ça donne des indicateurs en fait. La data, oui. Voilà, de la data. Et puis, on a pour mission aussi de poursuivre les groupes de travail qu'on avait préalablement engagés l'année dernière au sein d'un comité technique. Donc, on va reprendre le flambeau là-dessus. Et encore une fois, on ne sera pas tout seul. Nos adhérents sont avec nous, derrière nous et vont nous aider à réaliser tout ça. Donc, il y a beaucoup de sujets. J'ai peut-être pas tout dit, mais en tout cas, il va se passer des choses. Oui, c'est déjà un beau programme. Oui, je compléterai juste un point. C'est effectivement l'évolution du paysage carte qui a été important pour les commerçants. Comment les cartes évoluent. Elles sont dans le mobile aujourd'hui. Il y a la tokenisation, il y a le click-to-pay, il y a tout un tas de sujets qui arrivent, qui sont potentiellement intéressants pour les parcours, mais en fonction de l'acteur qu'ils portent, facteur de coût additionnel parfois. Et donc c'est des sujets auxquels les commerçants sont extrêmement sensibles et qu'on va essayer de suivre. Merci beaucoup en tout cas Bertrand, merci Charlotte, merci pour votre implication, votre engagement pour le monde du commerce. Merci Guillaume. Depuis toutes ces années et merci d'être venu. À très bientôt. C'est un plaisir, merci. Merci Guillaume, avec plaisir. À très bientôt. Bonne journée. Merci, ciao.